Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue sur le 68e épisode du Dreamcast Show. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier épisode, puisqu'on avait fait l'épisode 0 la dernière fois, la grosse annonce, le premier épisode de notre désormais Dreamcast Show bimensuel, bi-hebdomadaire avec Azad, et on va se focus sur un été d'une grosse équipe, je vais y arriver. On va se focus sur l'été des Sixers avec l'arrivée notamment de Paul George. Faire un peu le bilan rapide de la saison dernière, ce que va apporter Paul George, est-ce que c'est une bonne idée, et les autres signatures, qu'est-ce qu'elles vont apporter, qu'est-ce que les Sixers ont perdu. On a beaucoup de choses à dire, voilà, donc c'est l'été, installez-vous bien, et on est parti tout de suite. Et donc, on ne le présente plus Azad. Azad, comment ça va ? Eh bah nickel, je rentre de la plage, j'ai juste eu le temps d'enlever le sable que j'avais entre les orteils et je suis prêt pour enregistrer un nouveau podcast sur les Sixers. Sur les Sixers, t'es rivaux des Sixers, ou alors c'est quoi ? C'est pas une rivalité parce qu'ils nous bottent toujours le cul, c'est ça ? C'est ce qu'il avait dit, et en plus je crois qu'il l'avait dit il y a longtemps. Je crois qu'il l'a dit au début de saison 2019, et c'était suite à la série qu'ils avaient perdue contre les Celtics en 2018, mais du coup ils ont reperdu en 2020 dans la bulle 4-0, et ils ont reperdu en 2023 du coup aussi. Enfin oui, de toute façon. Mais je crois que Philadelphie, ils n'ont pas gagné contre Boston en playoff depuis 85-86. Je crois qu'ils sont pas allés en finale de conférence aussi depuis 85-86 les Sixers. Mais bon, peut-être que ça sera... Là, t'es mauvaise langue parce qu'il y a eu Allen Iverson, ils sont allés en finale NBA quand même. Ah oui, si, c'est vrai, ils sont allés en finale NBA. Bah, en tout cas, ils n'ont pas battu les Celtics depuis 86. Est-ce que après les finales NBA des débuts des années 2000 comptent vraiment ? Genre, est-ce que le tripit des Lakers, c'est vraiment un tripit ? Est-ce que, à la limite, tu m'aurais dit, est-ce que l'Est compte vraiment ? J'aurais bien voulu en parler. C'est vrai. Non, si l'Ouest, c'était quand même un sacré chantier. On va laisser les titres des Lakers aux Lakers. On vous les laisse ceux-là. Ouais, pour l'instant, on vous les enlève pas. Peut-être qu'on reviendra sur notre décision. Mais donc, on n'est pas là pour parler du passé, mais bien du présent et du futur avec les Sixers. Et on va parler un peu de l'été. Mais avant de parler de l'été, on voulait faire un premier bilan finalement de la saison passée et du niveau de jeu de ces Sixers qui finalement sortent plutôt d'une bonne, voire d'une très bonne saison, la première de l'ère Nick Nurse. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, et qu'est-ce que t'en as tiré de cette saison ? J'en ai tiré. Déjà, il y a un truc que j'ai trouvé encore plus voyant que la saison d'avant, c'était l'importance de Joel Embiid, et je trouve que son début de saison est peut-être encore plus impressionnant que celui de sa saison MVP, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que les stats de Wowi, elles sont déments. Déjà, rien qu'en saison régulière, sur les minutes où il joue pas, du coup, l'offensive rating il est de 115, donc c'est vraiment genre assez catastrophique sur les minutes où du coup soit il est sur le banc, soit il est blessé. Et encore pire en playoff, bon c'est un tout petit échantillon, mais sur les minutes de playoff où il n'est pas sur le terrain, l'offensive rating c'est 79. Du coup, ouais, il y a un peu c'est l'omnipotence d'Embiid. J'ai été encore plus impressionné, je veux dire, cette saison. Et le usage, d'ailleurs, est absolument délirant. Parce que sur le début de saison, il était à 39% de usage. En tout cas, sur les 39 matchs de saison régulière où il a joué, 39% d'usage, c'est... Voilà, il était vraiment le cœur... Enfin, il était vraiment au cœur de l'attaque. Et tu vois, même 32% d'assist percentage. Donc, relatif à son usage, c'est pas... Tu vois, c'est pas énorme. Mais relatif au reste de la ligue, ça veut dire que c'est quand même un des mecs qui générait le plus d'assists de la ligue. Alors que c'est pas un bon passeur, si on se parle franchement. Oui, du coup... ce qui est... Ouais, vas-y.
Ouais, ce qui est intéressant, je trouve, avec Embiid, et bon, on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être pas. Enfin, beaucoup de gens en ont parlé, donc on va peut-être pas ultra débattre, mais c'est à quel point, finalement, en fait, le Nick Nurse a réussi, alors qu'il n'y a plus Harden, à créer des passes et des Ouais, lignes de passes très simples pour Joel Embiid, de par son ouais. mouvement ou de par le mouvement, pas de Embiid, mais de tout ce qu'il y avait autour. Euh, et il a pu trouver des cuts, beaucoup de cuts très simples ou des sorties d'écran comme ça, ce qui fait que je pense que les passes en termes de qualité de passe sont pas forcément meilleures que précédemment en termes de Ouais. qualité de passeur, mais juste en termes de volume, il a beaucoup plus d'opportunités et donc il fait plus de passes et c'est pour ça que si on regarde son assist par usage, il est plus élevé que les saisons passées et même je crois que c'est son career high où il est, si on prend juste les stats bruts, euh, si je dis pas de bêtises, il est à plus de 5 et c'est la première fois en carrière, il est à 5,6, c'est la première fois en carrière qu'il dépasse un peu ce stade, mais un autre truc, pardon, sur lequel je voulais rebondir, à moins que tu avais quelque chose à ajouter, peut-être, pardon. Non, vas-y, continue. C'est intéressant, de toute façon, ce débat un petit peu sur est-ce que c'est un meilleur passeur ou est-ce qu'il a juste été mis dans des meilleures conditions pour pouvoir juste faire des passes plus simples, entre guillemets. Hmm. Justement, moi, j'allais basculer de l'autre côté. Ouais, J'allais basculer de l'autre côté et du côté de la défense, en fait, où je trouve, et ça s'est encore plus vu en playoff, et on n'en a pas, enfin, les gens n'en ont pas beaucoup parlé, mais finalement, Joel Embiid, c'est quand même un des défenseurs, on va dire. Alors, c'était beaucoup de drops, surtout sur la fin de saison, parce qu'il est hmm, blessé, et même du deep drop, hein. On a vu qu'on essayait beaucoup de le protéger pour le garder le plus possible dans la raquette. Mais je trouve qu'il fait une saison défensive très bonne aussi, en fait, Joel Embiid, tout simplement, dans un rôle où il a été aussi, finalement, peut-être un peu mieux utilisé que Doc Rivers, même si ça se voit moins que l'attaque, quoi. ouais, en réalité, défensivement, il y a beaucoup plus la patte Nurse directement qui s'est appliquée sur les Sixers. On voit que il provoque aussi beaucoup plus de pertes de balles qu'il le faisait avant. La saison 2022-2023, ils sont 12e à la provocation de pertes de balles. La saison dernière, ils sont 4e. Et du coup, ça en a fait une équipe hyper performante en transition, en fait, où du coup, c'est une des équipes qui fait le plus de transition et c'est l'équipe la plus efficace sur transition. Justement aussi, tu peux construire plus facilement avec Embiid comme rampe de lancement de la transition parce que du coup, il est présent et il peut envoyer quand même des passes. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont du coup plutôt doués pour prendre la transition. Kelly Oubre, Tyrese Maxey aussi qui est très rapide, qui est un très bon joueur de transition. Du coup, Mm. cette équipe-là, elle avait des qualités offensives quand Embiid est sur le terrain, mais c'est vrai que l'équipe sans Embiid est vraiment problématique et disons nulle dans le sens où elle a genre 115 d'offensive rating et 115 de defensive rating en gros entre guillemets quand il est pas présent. Donc l'équipe ne gagne pas sans Embiid dans tous les cas. Et c'est là où c'est aussi intéressant de voir les limites d'un Maxi, par exemple, qui est très bon en joueur, plus en créateur tertiaire ou secondaire et plus surtout comme finisseur. Et c'est là où du coup on peut peut-être parler du premier gros move de l'intersaison qui a été du coup d'aller chercher ce qu'ils avaient avant avec Harden et ce qu'ils ont maintenant avec Paul George, un créateur primaire pour prendre le relais d'Embiid, pas forcément quand Embiid est sur le terrain, mais pour toutes les minutes où Embiid va passer blessé ou alors au repos ou même sur le banc tout simplement pendant les matchs. Mm. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont voulu faire avec Paul George. En tout cas, moi, je sais pas toi, mais moi, c'est comme ça que j'imagine que Paul George va être utilisé. Offensivement, ouais. Surtout quand Embiid sera pas sur le terrain, je pense que on va le retrouver un peu là-dedans. Mm. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de dire aussi qu'est-ce qui a pas marché Ouais, chez ces Sixers. Et les ratings sont, on va dire, nuls, dans la mm, moyenne. dans la moyenne, voilà. Mais les résultats sont dramatiques, dramatiques, sont mauvais. Voilà, on va pas aller dans le buzz, mais ils sont vraiment mauvais. Et on se souvient que quand Tyrese Maxey
et la première option est que Joel Embiid est blessé, les Sixers ont vraiment un mauvais rythme et ont presque un rythme de victoire, vraiment de victoire presque d'équipe de loterie, enfin même d'équipe de loterie, alors qu'au début de saison, ils sont dans le top 3 de l'Est assez facilement. Et en playoff, on a bien vu, je crois que les Sixers gagnent assez largement la série, en tout cas le début de saison, c'est sûr, et je crois que sur l'ensemble sur le début de série, et c'est sûr, et sur la fin de la série, enfin sur l'ensemble de la série, je crois aussi, qu'ils gagnent assez largement la série contre les Knicks quand Joel Embiid est sur le terrain, et c'est quand il n'est pas là qu'ils la perdent. Donc c'est sûr qu'il y avait clairement un manque, et je pense que même ce qui s'est vu un peu sur la fin de la série, c'est, on en avait beaucoup parlé, le manque de créateurs un peu primaires, notamment quand Embiid est plus forcément à 100%. Je trouve que ça s'est beaucoup vu et qu'on a trouvé en fait qu'on est tombé dans une attaque. La défense avait toujours un bon niveau, mais dans une attaque plutôt statique face aux Knicks, avec en fait c'était du post-up pour Joel Embiid avec Tyrese Maxey à une passe près pour éviter les double teams. Mais on a un peu perdu ce mouvement et on n'avait pas ce joueur, vu qu'Embiid n'était plus à 100%, capable de créer du jeu finalement. Donc il y avait un vrai besoin. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que Paul George c'est vraiment ce créateur de haut niveau? Peut-être pas, mais est-ce que la question c'est plus du coup que tu as l'air de dire, et je te rejoins là-dessus, c'est est-ce que ça suffit pour les minutes sans Embiid, quoi? C'est ça, en fait, tes minutes sans Embiid, elles sont cataclysmiques. Genre vraiment, tu vas rien gagner. Là maintenant, il faut prendre en compte que l'année dernière, les autres joueurs qui avaient un gros usage, donc des grosses responsabilités, disons les joueurs qui avaient plus de 18% de usage du côté des Sixers, t'avais D'Anthony Melton du coup, qui peut pas créer pour lui et qui était même assez inefficace l'année dernière parce qu'il a dû beaucoup créer. On avait ensuite du coup Tobias Harris qui est dans la moyenne, qui doit être à 99 ou à 100 true shooting plus. Ensuite, t'avais Kelly Oubre qui, après un bon début de saison, la surchauffe est un peu passée et du coup, qui était un score inefficace. T'as eu Cameron Payne aussi qui était à plus de 20% d'usage et Tyrese Maxey qui lui aussi est un joueur en dessous de la moyenne en termes de scoring et qui est pas vraiment capable de créer pour les autres, qui a plutôt besoin que les autres créent pour lui, et on a bien vu que ça posait des problèmes. Donc là, tu te retrouves avec Paul George qui, sans être un créateur primaire vraiment implacable, reste un joueur sur lequel tu peux faire tourner une attaque sur des minutes où tu vas jouer potentiellement contre le banc quand Embiid sera pas là. Et en plus, du coup, tu vas pouvoir bien l'entourer, Paul George, parce que tu vas pouvoir lui offrir justement beaucoup de spacing avec tous ces joueurs qu'ils ont gardés, plus les joueurs qu'ils ont signés aussi. Donc, tu vas pouvoir offrir quand même des bonnes situations de jeu à Paul George. Et Maxey pourra aussi potentiellement mieux jouer à côté de Paul George que quand il était juste le créateur primaire sans Embiid à côté. Donc, je pense que tu as quand même offensivement un cercle plutôt vertueux à avoir les trois dans ton équipe et à faire en sorte de toujours en garder deux sur le terrain, quitte à limite parfois faire jouer Embiid sans Maxey et Paul George, mais jamais faire jouer Maxey. En fait, je pense que le truc c'est, faut jamais que Maxey se retrouve sur le terrain sans Paul George et Embiid. Ouais. Par contre, les autres configurations sont possibles, bien que je pense que Maxey va aussi beaucoup apporter à Paul George. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que, après, clairement, il y a aussi un autre truc qui a manqué, c'est le spacing, parce que les ailes, enfin, le starting five, il y avait quand même Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr. et Tobias Harris dans le 5. Et là-dessus, je trouve que Paul George, il a une vraie plus-value aussi pour les autres, quoi. Je veux dire, Paul George va être mis je pense, en avant, et on peut y revenir un peu sur l'intégration de Paul George et qu'est-ce que ça va faire pour lui aussi, parce que mine de rien, les Clippers, c'était un des systèmes les plus statiques de NBA. Et il a eu l'habitude depuis quelques années de jouer dans ce système très statique. Et là, il va arriver dans un truc avec beaucoup plus de mouvement. Est-ce qu'il va pouvoir un peu comment dire, se fondre dans le collectif? Mais c'est clair que Paul George, il y a un apport aussi pour les autres, même pour Embiid et pour Tyrese Maxey, qui est assez
assez immédiat, je pense, et qui est assez, même s'il fait pas forcément une saison incroyable, qui est juste de par sa présence et de par son shoot, quoi. Ouais, clairement. Et puis c'est quand même un joueur qui a déjà su bien jouer à côté de joueurs très ball dominant et qui du coup les a même bien fait briller. Tu vois, il avait Westbrook semblait très bon à côté de Paul George et Paul George semblait aussi très bon à côté de Westbrook. Mais du coup, il sait aussi jouer dans des schémas plus dynamiques, moins statiques. Il a beaucoup joué avec d'autres gros porteurs de balles. Mm. Et je pense que offensivement, le choix de Paul George pour moi est vraiment très bon. Mais du coup, je pense que ce qui va être intéressant de voir, c'est les autres parties en fait de l'été, qui sont les autres pièces qui sont allées chercher. Parce qu'en réalité, à part Paul George, je sais pas s'il y a tant de ça de plus-value sur les joueurs qui sont allés chercher comparé à ceux de l'année Mm. dernière. Je sais pas si toi, tu avais un autre truc à rajouter à Paul George avant de passer un peu plus sur les autres parties de l'équipe. Non, bah, je voulais bien un peu, ouais, pour rentrer aussi dans le truc de Paul George. Et c'est vrai que c'est un peu peut-être pas le role player, mais le lieutenant parfait. Et c'est vrai que même dans ces Clippers, je trouve que c'est un peu le seul qui avait des mouvements, des systèmes off-ball mis pour lui, avec des sorties d'écran. Ils utilisaient souvent le Iverson cut pour Ouais, lui, ouais, ouais, où il faisait exactement. il faisait des Spain pick and roll aussi, où lui, il était en fait le second poseur d'écran et il pop à 3 points après. Mais ouais, c'est clair que je me dis aussi que pour lui, il était quand même aussi dans les joueurs qui jouaient le plus d'isolation, Paul George, les dernières années. Alors, je crois que l'année dernière, les Clippers font une année assez exceptionnelle où ils ont Paul George, James Harden et Kawhi Leonard qui sont dans le top 10 des volumes et des efficacités sur isolation de la ligue, Ouais. ou dans le top 20. Donc ce qui est assez génial. Et je me dis que peut-être pour lui, c'est peut-être, je vais pas dire une seconde vie, mais ça lui convient mieux aussi à son jeu, parce que ça reste quand même moins un joueur d'ISO, je trouve, qu'un James Harden ou qu'un Kawhi Leonard. En tout cas, ça reste un joueur moins létal et qui a les capacités pour être en mouvement. Donc même offensivement, je trouve ça cool que ça lui offre plus de lignes de cut ou plus de lignes de drive, parce qu'on sait que une des lacunes, enfin une des rares lacunes de Paul George finalement, c'est sa capacité à, malgré son physique assez incroyable, même si l'âge commence à avancer, c'est l'espèce de pression au cercle qu'il a jamais vraiment mis, quoi. Qu'il a jamais vraiment mis. L'année dernière, c'est 20% de ses tirs au panier parce qu'il n'y a pas forcément le handle. Et alors, je dis pas que ça va changer drastiquement, mais voilà, moins d'isolation, plus de tirs en mouvement. Finalement, il est déjà habitué. Lui, l'année dernière, il l'avait déjà un peu. Et Ouais. peut-être le curseur de la fréquence au panier qui, malgré l'âge, peut peut-être un poil remonter pour Paul George aussi, quoi. Clairement, tu vois, c'est intéressant que tu parles un petit peu de son utilisation au vol qui était quand même plus grande l'année dernière comparée à Kawhi et Harden. Elle était même plus grande qu'elle ne l'a jamais été depuis la première saison à OKC. Quand tu regardes son pourcentage de panier assisté, l'année dernière, c'est son plus haut en carrière depuis sa Mm. troisième saison NBA. 57% de ses paniers étaient assistés. À OKC sur la première saison c'était 54 et quand il était dans les premières saisons NBA c'était 58. Et ça correspond, il y a plus de 3 points assistés, donc plus de catch and shoot. Même sur le mi-distance ça bouge pas parce que ça c'est ses shoots qui se créent lui-même. Et sur le cercle il est 2 fois plus assisté qu'il l'était l'année dernière. Et en fait je pense que c'est un peu sous-estimé aussi son rôle off-ball et sa qualité off-ball. L'année dernière, 4 sur 4, plus de 4 catch and shoot par match à 3 points, il a 45% de réussite. Et en plus, Mm. Tyrese Maxey, sur 3 catch and shoot à 3 points par match, aussi 45% de réussite. Donc là, il va y avoir des cibles de passes pour du catch and shoot pour Embiid, ça va être quelque chose. Donc ça peut être hyper intéressant d'avoir un Paul George plus off-ball. Et je trouve que les stats montrent que il peut être utilisé ainsi. Et même l'année dernière, tu vois, son efficacité, elle remonte aussi, je pense, par rapport à ça. L'année dernière, il améliore ses stats d'efficacité d'un peu dans beaucoup de zones, parce que dans quasiment toutes les zones, au final, il est devenu un peu plus assisté.
Et ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que du coup, ça veut dire qu'il y a plus de mouvement. Et du coup, comme tu vas jouer à côté d'Embiid, d'avoir cette qualité-là de l'efficacité qui monte quand tu es plus dans de la finition que de la création, bah c'est bénéfique. Mm. C'est clair que mince, oui, oui, il y a un côté où vraiment on a parlé de déplacer, enfin, comment dire, décaler les minutes des trois stars, du coup, parce qu'aujourd'hui il y a trois stars à Philadelphie. Mais en fait, il y a aussi ce côté où je pense que même offensivement, tu peux avoir un 5 majeur et on peut peut-être du coup faire la transition un peu avec le supporting cast et voir qui va être dans le 5 ou qui va avoir des minutes parmi ceux qui sont arrivés. Mais tu peux avoir en fait pour moi un 5 majeur avec un très très haut net rating. C'était déjà le cas Ouais. l'année dernière, ils avaient un incroyable net rating avec le 5 majeur, je crois il y avait Nicolas Batum, Tyrese Maxey, Tobias Harris, Joel Embiid et il m'en manque un. Bon, ils avaient un 5 majeur avec un net rating incroyable avant que Joel Embiid se blesse, tout simplement, et qu'il y ait les arrivées de Kyle Lowry ou des choses comme ça. Et là, je me dis que bah, c'est encore plus décuplé parce que en gros, dans le 5 majeur, tu remplaces quand même, ou dans cette line-up, tu remplaces peut-être Nicolas Batum par Paul George, puisque tu auras sans doute Kelly Oubre Jr. Et ce que je trouve cool aussi, c'est que ça te permet d'avoir peut-être ce non-shooter ou ce shooter un peu moins bon, là où l'année dernière, tu en avais deux. Bah finalement, le fait de remplacer un de tes deux shooters pas forcément respectés par Paul George, qui est un shooter d'élite, comme tu l'as dit, off-ball, et ben ça te rend aussi finalement plus viable le second et moins problématique un joueur comme Kelly Oubre, je trouve à mon sens quoi. Ouais, clairement, mais je me demande d'ailleurs la rotation, comment ils vont réussir, tu vois, défensivement, je me demande comment ça va tourner par contre. Parce qu'en réalité, si tu veux pas épuiser Embiid, il va y avoir un énorme du coup travail à faire du coup de Kelly Oubre, de Paul George, et du coup c'est qui l'autre joueur sur le terrain justement pour parer ça? Ça va être Caleb Martin? Ouais, ce sera soit Caleb Martin, soit Kyle Lowry, je pense. C'est les deux. Ouais, Je pense que Caleb Martin sera jamais en même temps que Kelly Oubre. Ce sera plus Kyle Lowry. Si je devais dire un 5 majeur, ce serait Kyle Lowry, Paul George, Tyrese Maxey, ouais. Kelly Oubre ou Caleb Martin et Joel Embiid quoi. Ok, parce que ouais, tu peux pas avoir Kelly Oubre et Caleb Martin en même temps sur le terrain, à part si Caleb Martin est considéré comme un shooter à 3 points. Mais si on a vu autre chose que cette série contre les Celtics, normalement non. Moi j'ai vu celle contre les Bucks aussi. Ah oui, Donc c'est vrai. Celle contre les Bucks, elle est encore pire en fait. Je sais pas c'est laquelle la donc pour pire. moi c'est un top 5 shooter de NBA. Ouais, c'est vrai. Après, sinon, peut-être qu'ils vont faire jouer Jared McCain, qui est apparemment un des meilleurs shooters de la draft Oui, cette année. Je sais pas si tu peux confirmer, c'est toi notre expert draft. ouais, c'est vrai que Tu penses qu'il va jouer? tu m'as appelé comme ça. Moi, je pense qu'il va jouer Ouais. parce que ouais, pour le coup, ce que j'aime beaucoup avec Jared McCain, c'est que c'est un shooter, mais vraiment peut-être que sur les pourcentages, c'était pas le meilleur l'année dernière, mais sur le répertoire de shoot qu'il a pris, je pense qu'on est loin d'être le meilleur de la QV quoi. Parce qu'il y a beaucoup de shoot en mouvement, il y a 90% au lancer franc, donc c'est encore plus encourageant. Il y a du pull-up. Alors, ça reste du coup presque un shooter exclusif, même s'il y a deux trois trucs cool de passing, mais il n'y a pas beaucoup de pression au cercle parce qu'il est pas très grand, il a pas des très grands bras, il est pas ultra, il a pas un premier pas d'élite, mais ouais, je pense que c'est un tel shooter et un shooter en mouvement aussi. Alors, je pense que le problème, c'est pour moi, ça, c'est un profil là, comme je te le décris, tu me dis ce que tu en penses, mais qui ressemble un peu à Tyrese Maxey finalement. Ouais. Sans la vitesse et sans le premier pas et sans le drive, quoi, en gros. Mais c'est avant tout un shooter en mouvement. Donc, alors, ce qui est cool, c'est que tu auras toujours soit Tyrese Maxey, soit Jared McCain sur le terrain, j'ai l'impression. Mais ce ne sera pas beaucoup de minutes, donc, mais je pense qu'il va avoir des minutes, ouais, je pense qu'il va avoir des minutes. Ok. Ok, ok. Et là, en plus, ils sont allés chercher Reggie Jackson. Donc, je Oui, pense que c'est aussi une bonne pioche. C'est marrant, sa saison à Denver était assez encourageante, que ce soit défensivement ou offensivement. Et du coup, ça fait un bon relais de Kyle Lowry.
ils ont un peu deux meneurs, un peu d'expérience, porteurs de balle pour soulager un peu Maxi et potentiellement aussi le rookie du coup. Donc ça, c'est vrai que la base arrière est intéressante, mais du coup, le trou, au final, il est pas derrière Embiid, parce que qui joue derrière Embiid, c'est Drummond. Oh là Bah, là, j'ai misère l'impression, de ouais, j'ai misère. l'impression que c'est ça, quoi. J'ai Oh, l'impression que misère c'est de ça. misère. Que du coup, ils ont perdu Paul Reed. Ils ont signé André Drummond. Ils ont drafté Adem Bona aussi. Mais pour le coup, au second tour. Et je suis pas sûr qu'il joue en playoff. En tout cas, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ouais, c'est sans doute André Drummond. Alors, à voir si tu veux faire des line-up très petites finalement quand tu sors Embiid et tu passes peut-être sur un five-out offensif et presque un switch all. Mais je pense que. Enfin, j'imagine qu'André Drummond va avoir des minutes, ouais. Et pour moi, c'est peut-être le gros point noir de l'intersaison. Et s'il y a des fans des Sixers, franchement, je pense que ça m'intéresse, moi, d'avoir leur avis parce que nous, on a un regard assez extérieur. On n'a pas forcément comment dire, D'affection. d'affection pour cette franchise, plutôt au contraire, puisque des Knicks Sixers, on l'a eu l'année dernière, et des Sixers Celtics, toi, t'en as eu à l'appel, quoi. Mais ouais, ça m'intéresserait de ça. Parce que pour moi, finalement, le recrutement dans les ailes, ben, en nombre, t'es plutôt pas mal parce que t'as Caleb Martin et Kelly Oubre qui peuvent se player en termes de. Si on prend le spot du non-shooter, un peu, et qui peut avoir un certain volume défensif. Kelly Oubre, pardon, plutôt off-ball, hein, on l'a vu. Et après, t'as aussi un. Et du coup, avec Paul George. Et potentiellement un KJ Martin aussi, si tu veux apporter plus d'impact au Verticalité. rebond et de verticalité, quoi. Mais ouais, pour moi, il y a un petit trou sur le backup de Embiid. Alors, ce que je me dis, c'est peut-être que c'est une stratégie pour rivaliser avec les on-off de Jokic, quoi. Oui, oui, c'est vrai, c'est une stratégie marketing intéressante. Mais c'est vrai que dans le secteur intérieur, tu te dis, en vrai, t'as même pas de poste 4 en fait. C'est vraiment, t'as André Drummond et Joel Embiid. Et sinon, le plus grand après ça, bah, c'est Paul George. Ouais. Et Et ce qui est un peu inquiétant, alors je sais ouais. pas si tu avais cette stat ou pas, mais enfin si t'allais dire ça ou pas, mais c'est que l'année dernière, alors les Sixers, c'est une équipe de Nick Nurse, donc ils ont un peu attaqué le rebond offensif comparé Mhm. aux autres années. Mais le rebond défensif, et peut-être ça peut faire la C'était transition un peu avec 26e. plus les. C'est 26e. Donc même, je pense qu'il y a un problème de taille qui du coup a pas forcément été réglé et de personnel. Et enfin, en fait, il y a les deux. Il y a ça et les schémas, je trouve, qui sont un peu à mettre ensemble. Et ça, là-dessus, bah, comme tu l'as dit, t'as pas forcément réglé le problème, quoi. Bah, pas vraiment. Alors après, est-ce que c'est une stratégie aussi défensive du coup de... Ouais, enfin, c'est difficile parce qu'en vrai, en plus, ils sont mauvais. Tu vois, free throw rate et et defensive rebound, c'est quand même vraiment deux facteurs hyper cruciaux défensifs à vraiment être plutôt protecteur là-dessus et plutôt être bon. Et la défense de Nick Nurse, c'est plutôt forcer les pertes de balles et essayer de forcer des tirs compliqués. Je sais pas à quel point ils pourront le faire parce que le seul joueur qui a vraiment de la rim protection, ça va être Embiid. Et je pense que c'est quoi les deux autres qui peuvent en apporter? Ça va être Kyle Lowry et Paul George, en vrai. C'est quoi les trois meilleurs Ouais, c'est protecteurs de... ça. C'est Paul Bah George après, et Paul Kyle Lowry. George, c'est, Oui, c'est, c'est pour le coup, on peut un peu rentrer dans le côté défensif ouais, aussi. ouais. Moi, je pense que les Sixers, ça peut être vraiment une défense d'élite, quoi. Ouais, ça peut être une défense. En vrai, pour moi, ça peut être le 5 majeur. Oui, En tout c'est cas, ça. en fait, même pas le 5 majeur parce que en tout cas, les minutes où les trois, où il y aura Maxi, Paul George et Embiid sur le terrain, peuvent être vraiment genre incroyables et très très difficiles à passer en tant qu'attaque parce que du coup, t'as quand même vraiment un protecteur de cercle quand il arrive à bouger comme il faut, qui est potentiellement parmi les 5 meilleurs protecteurs de cercle de la NBA. T'as un défenseur de l'aide et protecteur, en plus protecteur de cercle un peu secondaire avec Paul George, mais qui est aussi un super défenseur de l'aide et depuis le nail aussi, et qui sait bien se positionner Ouais. off-ball. Par contre, du coup,
handball, ouais, handball, faudra que tu aies Caleb Martin ou Kelly Oubre. Du coup, c'est un peu plus dans le rôle du défenseur du point of attack. Et après, bah, t'auras toujours le problème défensif de Tyrese Maxey, mais il sera plus facile à cacher avec des bons défenseurs comme Oubre, Ouais. Paul George et tout. Puis offensivement, une grosse attaque. Mais, tu vois, c'est là où je me dis à quel point, en fait, elle est si bonne que ça, leur intersaison parce que ils ont perdu, je trouve, un peu de connecteurs quand même. Tu vois, et des mecs qui Hmm. apportaient un peu autre chose. Tu vois, de pas avoir réussi à garder Buddy Hield, d'Anthony Melton et Nicolas Batum. Eh ben, tu vois, entre Nicolas Batum, Buddy Hield et d'Anthony Melton versus Kelly Oubre, Caleb Martin et je sais plus ce serait qui le troisième larron. Eric Bah, Gordon? Eric Gordon, ouais, qu'ils ont recruté. Bah, je sais pas si je préférais pas les trois de l'année dernière que les trois de cette année, même si Kelly Oubre était déjà là. Ouais. Mais après, ça, c'est omettre l'arrivée de Paul George. Je pense qu'en fait, dans les trois, faut Ouais, mettre Paul George, quoi. ouais, Tu vois? oui. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est au-delà en fait, je trouve que l'intersaison des Sixers, elle paraît fantastique de loin. Et en fait, je trouve que quand tu regardes un peu plus en détail, c'est l'arrivée de Paul George qui est vraiment une super addition. Mais le reste, je trouve que Ouais. le curseur a pas bougé, ou même le reste, en fait, a diminué. Ce qui est normal quand tu ajoutes Paul George, parce qu'il faut bien que tu peux pas juste ajouter Paul George et garder la même équipe, ce serait trop simple. Mais ouais, pour moi, il y aura quand même des problèmes un Putain, peu mais là, structurels. il gardait Batum, c'était dingue, Ouais, hein. bah, tu vois, mais enfin, des Anthony Melton ou Buddy Hield, en vrai, pour moi, c'était des profils qui pouvaient être soit défensivement pour Melton, soit offensivement pour Buddy Hield. Si t'as un 5 Maxi, Buddy Hield, Paul George, t'as juste Kelly Oubre comme non-shooter et Embiid, ouah, Ouais. t'imagines si en potentiel de tir, catch and shoot, t'as trois mecs à suivre, t'as Paul George, Buddy Hield et Maxi à suivre, c'est proche de l'enfer, là, défensivement parlant. Et un gars Mais, que t'es presque obligé de doubler au poste, quoi. et un gars que t'es Ouais. presque Ça, ouais. obligé de doubler au poste, et si c'est Paul George qui est en isolation, bah, tu crées potentiellement, en tout cas, tu vas faire des stunts très agressifs. Donc ouais, si tu mets toujours, t'as toujours Buddy Hield ou Tyrese Maxey à côté de Paul George quand il Hmm. viendra, ça aurait pu être intéressant. Mais du coup, voilà, c'est pour moi, l'équipe est meilleure que l'année dernière, parce que Paul George leur fait passer potentiellement un peu un step. Mais est-ce que, en fait, l'année dernière, ils n'étaient pas déjà, ouais, potentiellement un contender et un peu sous-estimés? Et est-ce qu'ils deviennent favoris cette saison? Je sais pas où je les mets dans la hiérarchie de l'Est actuellement. Je sais pas si toi, tu as un peu plus Ok. des convictions là-dessus. Mais moi, je pense que je les Hmm. mettrais quand même. L'année 2, Yanis Lillard. Après, putain, le coach, c'est toujours Doc Rivers, hein. Ils ont ça a pas bougé, hein. Après, ils ont fait deux trois moves aussi intéressants, hein, Ouais, les Bucks, hein. Gary ouais, Trent Jr., bon, je suis pas le plus grand fan, mais je me dis, dans la philosophie de Doc Rivers, c'est pas si con, quoi. ouais, non, c'est sûr. Ouais, pour moi, je les mets, les Sixers, je sais pas si je les mets au-dessus des Bucks dans la hiérarchie. Hmm. Hmm, Pa- hmm. pa- pa- je sais pas. Je les mets en dessous de Boston. Et putain, il y a les Ouais, Knicks aussi à ouais, classer. ouais, t'oublies pas, ouais, j'allais dire, t'oublies pas quelqu'un. Ouais, il y a les Knicks. Là, Non, top mais 4, top 4 à l'Est, c'est quoi ta hiérarchie, là, dans ta tête? bah, les Celtics en un, j'ai les Sixers en 2, Ouais. et je vais dire que j'ai les Knicks en 3 et les Bucks en 4. Et les Allez. Pacers, du coup, en 5. Ouais, les Pacers, je trouve que. En fait, c'est un peu la même équipe que l'an dernier, et je pense que les trois autres vont être. Celle qui a battu les Knicks, c'est ça? Non, celle qui a battu les Pseudonyx, qui étaient complètement blessés. Et les Donc c'est pas. Cavs. Oh là là, non, ça va partir en épisode, Ah, ça va partir en épisode sur. Les Cavs, en vrai, on peut. ça, ça part en épisode qui est contender à l'Est, quoi. bah, pour moi, les Cavs, en vrai, en fait, c'est débile de dire ça parce que, genre, ça veut rien dire. Mais les Cavs, pour moi, si ça clique, putain, défensivement, c'est quand même vraiment ouf. Et offensivement, le problème, c'est que il y en a toujours un des quatre.
Qui fait une qui, mauvaise saison. qui Ouais. fait une mauvaise saison. Et en fait, tu te rends compte qu'il joue souvent mieux quand il y en a un des quatre qui est blessé, peu importe lequel d'ailleurs. Sauf peut-être Donovan Mitchell, je pense que c'est le plus impondérable, entre Régulier. guillemets. Ouais. Mm, mm. Mais sinon, c'est vrai que. Mais quand même, j'ai bien envie de voir l'année 2 aussi. L'année 2 des Cavs avec du coup le nouveau coaching staff aussi. Je pense que Ouais, ça va être ouais. intéressant. Et puis ensuite, bah, t'as Orlando aussi. Hein. Orlando Orlando qui, qui a pris franchement, en vrai, KCP en plus. ouais, j'y ai repensé l'autre jour. J'étais parce que en fait, après qu'on ait tourné l'épisode, tu sais, les joueurs à suivre, j'avais dit Jet Howard. Ouais. Et en fait, je me dis, mais en fait, Jet Howard, je sais pas s'il va avoir vraiment des minutes. Hein, je pense pas. Hein. Je pense que si je devais retourner, je dirais pas Jet Howard parce que le 5 majeur qu'ils peuvent envoyer, enfin les 5 majeurs, mais avec une base arrière, Jalen Suggs, KCP. Enfin, défensivement, tu as deux joueurs qui sont déjà des. Enfin, c'est incroyable défensivement. C'est Ouais. incroyable d'avoir ça comme base défensive. Après, tu as Franz Wagner et Banchero qui sont un peu plus moyens et Wendell Carter Jr. qui est incroyable. Enfin, et Jonathan Isaac en sortie de banc. Tu Ouais. peux avoir vraiment, je trouve, un. Anthony Alors, Black sur la c'est. deuxième saison aussi, qui va être une peste pour les porteurs de balles et qui est un bon Ouais. défenseur et qui apporte même un peu de rim protection secondaire, enfin qui bouge très bien, qui est très rapide. Moi, ouais, Et ils ont re-signé Goga Bitadze aussi, ouais, qui, ouais, je ouais. trouve, apporte un peu même de plus de passing et de variété offensivement, tout en gardant le niveau défensif, quoi. Non, c'est sûr que ça va être intéressant. Et tu sais, on n'a même pas parlé d'Atlanta. Atlanta, maintenant qu'ils sont débarrassés des gens témérés et qu'ils ont une équipe un peu plus tournée autour de l'attaque et de Trae Young, ça peut être, ça peut être chiant aussi à jouer. Bon, Miami, je pense que là, Ouais. c'est fini. Je pense que Miami, Ah, moi je mettrais Miami largement devant Atlanta. Hein. mais Je pense attends, viens, que. on essaye de classer les contenders à l'Est pour, comme ça, on peut Attends, finir. est-ce qu'on finit pas d'abord sur les Sixers et sur Paul George? On dit un Vas-y, peu ce vas-y. qu'on pense. Et après, on digresse et on va sur les autres. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter sur Paul George? Bah, je propose qu'on résume un peu notre avis chacun Ouais, sur Paul George aux Sixers et plus globalement, en fait, l'intersaison des Sixers. T'as l'air un peu moins chaud, je pense, que moi. ouais. Donc, si tu devais un peu, finalement, résumer tout ce qu'on a dit, enfin, ce qu'on a dit rapidement, parce que, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison des Sixers? Pour moi, ils ont répondu à la problématique qui était, on est absolument affreux sans Embiid sur un terrain de basket. Et Embiid, en plus, il est avec Team USA cet été. Il va potentiellement pas jouer les back-to-back la saison prochaine. Faut qu'il arrive frais en playoff, etc. Donc, tu as ce truc-là il fallait absolument mettre un joueur qui soit en dessous du niveau d'Embiid, entre guillemets, mais meilleur que Maxi. Parce que Maxi, on l'a vu cette saison, quand la surchauffe à 3 points est passée, c'est pas un mec sur lequel tu peux faire tourner une attaque, même une quinzaine de minutes, ça dégringole trop, quoi. Donc Paul George permet ça, et en plus, t'as le profil un peu parfait il peut jouer avec et sans le ballon, il peut défendre dans l'aide, il peut défendre sur le porteur de balle, il peut aussi apporter de la protection de cercle secondaire. Donc la signature de Paul George, pour moi, est vraiment très 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 bonne et fait vraiment passer les Sixers pour moi d'un niveau de. Pour moi, ils étaient pas un contender sérieux l'année dernière et pour moi, ils le sont bien plus cette année. Mais d'un autre côté, c'est un contender qui a pas de marge parce que derrière ce trio-là, je trouve l'effectif assez mauvais en fait. Je trouve qu'en réalité, à part ces trois-là, c'est qui le quatrième meilleur joueur de l'équipe? Kylori? Putain, j'allais dire pareil, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. Je veux dire, tous mes respects à Kylori, mais il a 60 000 ans. Donc, et en plus, enfin, non, pas 60 000, mais il est de 86 quand même. Donc, pas falloir tarder à y aller. Ouais. C'est sa 18e, ça va être sa 18e saison. Il en a déjà fait 18. Non, il a déjà fait 18 saisons, oui, c'est ça. Donc, ouais. Ensuite, Kelly Oubre, tu vois, si ton quatrième meilleur joueur, c'est un mec qui s'est fait couper en cours de saison l'année dernière, bon. T'as quand même ce truc-là t'as
tu as vraiment un, un palier, enfin, tu as vraiment 3 joueurs qui sont parfaits, qui vont avoir une super synergie en attaque et en défense sur lequel c'est facile de construire autour. Mais derrière, je trouve que t'as pas forcément les profils dont tu aurais besoin. T'as pas vraiment de connecteur. Ton meilleur shooter, c'est un rookie derrière ça, parce que bon, Eric Gordon, c'est pas non plus. T'as C'est pas... Maxé quand même en meilleur shooter. Oui, mais je te dis derrière ce trio-là. Ah oui, Derrière ce pardon, derrière le trio-là. trio, ok. Et voilà. Donc pour moi, c'est un peu ça mon point de vue sur cette intersaison et sur cet effectif. Ok. Ok, oui, c'est ce qui se défend. Ce qui se défend. C'est vrai que le profil connecteur, ah, il y en a plus, quoi. Dis Anthony Melton Batum, ouais. Il n'est plus présent, ce profil. Donc c'est à moi de résumer du coup mon avis Ouais, là. ouais, ouais. Bah, en fait, je pense que les Sixers, on avait déjà une très forte équipe l'an dernier. Si je dis pas de bêtises, ils étaient quasiment dans le top 10 attaque et défense. Bon, c'est pas un truc incroyable, mais ils avaient un très bon net rating. Enfin, ils avaient, en tout cas, quand ils étaient au complet, ils avaient un des meilleurs net ratings de NBA. Ils sont descendus à la 9e place, entre guillemets, avec 39 matchs de Embiid. T'es au 9e net rating, je trouve ça assez dingue. Alors, t'as la 11e défense et la 15e attaque. Et c'est vrai que ce que tu l'as dit, en fait, c'est que l'attaque de demi-terrain, ils sont 19e. Et là-dessus, ils ont beaucoup dégringolé sans Embiid. Là-dessus, ils ont vraiment beaucoup dégringolé sans Embiid. Et je pense que, en un sens, Paul George peut venir un peu combler ça, plus une saison complète de Embiid, et tu peux un peu retrouver une attaque de très haut niveau. Et en défense, en fait, moi, je trouve ça assez incroyable l'arrivée de Paul George parce que, ouais, tu peux avoir un Kelly Oubre sur le ballon, voire un Tyrese Maxey selon les profils si t'as pas de porteur de balle dominant en face, mais on va dire plutôt un Kelly Oubre. Et tu as deux défenseurs d'aide qui peuvent venir jouer les troisièmes hommes sur le pick and roll, comme Kyle Lowry l'a énormément fait face aux Knicks. Paul George, défenseur du nail, incroyable. Et pour vraiment, en fait, Embiid, l'avoir encore plus en protection de cercle que les années précédentes. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est, on va dire, le 5 majeur, ou en tout cas quand ils sont tous là, je trouve ça assez cool, mais je trouve qu'il y a des problèmes aussi qui ne sont pas forcément réglés. Et c'est vrai que du coup, cette défense beaucoup plus proactive qu'auparavant, bah, le problème, c'est un peu du coup le rebond, ça n'a pas été réglé. Le problème des connecteurs, ça n'a pas été réglé. Et la profondeur, finalement, Nick Nurse, c'était peut-être le joueur qui utilisait le plus ses joueurs de NBA la saison passée. Et ça, bah, c'est vrai que ça a pas du tout été réglé, entre guillemets, quoi. Il y a beaucoup de profils, je trouve, moyens, mais je te rejoins sur le côté où il y a très peu de profils excellents. Maintenant, en fait, je trouve que l'équipe était déjà très forte l'année dernière, avec des compromis, des lacunes comme le rebond défensif, par exemple, mais finalement qui vont refaire cette année. Mais ils vont en fait avoir, si tu pars du principe que tu as une saison complète de Embiid et Paul George, tu le rajoutes un peu à cet effectif, pour moi, ils étaient déjà assez forts l'année dernière pour te permettre d'avoir une rotation un peu plus courte, enfin un peu moins forte en talent, et être quand même contender, parce que comme tu l'as dit, tu as toujours deux joueurs de très bon niveau sur le terrain, et le spacing qui était un des problèmes, je trouve, ils étaient que 20e, je crois, en adresse à 3 points, bah du coup, tu as quand même Paul George qui arrive, Jared McCain qui arrive, Eric Gordon qui arrive, qui est plus viable en playoff que Buddy Hield, puisque Buddy Hield n'a quasiment pas joué des playoffs. Et tu as quand même beaucoup plus de spécialistes, enfin de bons shooters que la saison passée. Donc même si c'est pas forcément des joueurs incroyables, Jared McCain et Eric Gordon, je pense, par exemple, au global, c'est moins valuable qu'un D'Anthony Melton, bah, je pense qu'ils apportent quand même un truc spécifique qui manquait à l'équipe qui était le spacing, quoi. Donc moi, en fait, je pense que je les ai évalués peut-être un peu plus haut que toi la saison dernière. Et donc, je trouve que l'arrivée de Paul George, elle fait que bah, peut-être que c'était déjà l'équipe 2 la saison dernière à l'Est. Et du coup, je trouve que ça les assoit complètement dans cette place de numéro 2. Mais le côté un peu bah, rotation qui manque de joueurs avec vraiment une grosse valeur fait que je peux pas les mettre vraiment au niveau de Boston, quoi. Après, peut-être que je surréagis au titre de Boston et que j'ai un biais là-dessus, mais bon, voilà.
Oui, oui, pour moi, Boston sont pas non plus bien au-dessus de la concurrence. Mais Surtout, vas-y, vas-y. surtout sur les Sixers Celtics de l'an passé, je trouvais que c'était toujours des matchs très très disputés et où il y avait des deux camps, pardon, dans les deux camps, des utilisations très très intéressantes. Et je trouve que les Sixers avaient été pas mal chiants pour les Celtics, quoi, déjà l'année dernière. Ouais, mais tu vois, des profils comme DeAnthony Melton, ils étaient particulièrement chiants sur les porteurs de balles. Je pense que c'est un truc qui va manquer. Parce que ils défendaient très bien Jason Tatum ou Jaylen Brown. Et je pense que ce profil-là va un peu manquer. Et j'ai vu le connecting aussi de Tatum, quoi. Et sa manière de jouer, de fluidifier le jeu en attaque et en défense. J'ai peur que ouais, ce soit un peu trop rigide au-delà des trois All-Star, Hmm. All-NBA, quoi. Enfin, pas All-NBA, Tyrese Maxey, mais les trois All-Star. Ouais, les trois Donc, All-Stars. Mais ouais, ok. ouais. Bah, moi, je pense qu'en fait, le fait d'en avoir trois, ça te permet d'avoir toujours un niveau de Oui. création de bon niveau, quoi. Ouais, ouais, ouais. Clairement, clairement, clairement. Et du coup, toi, tu les mets pas forcément deuxième de l'Est, quoi. Hum, c'est compliqué. Je- Oh là là. Je pense que non. Je pense que j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est le duo Lillard-Yanis, il a pas été Utilisé. assez utilisé. Et ouais, mais bon, d'un côté. Non, je pense que j'ai les Knicks deuxième. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, Oh, waouh. premier contender, enfin, pour moi, à l'Est, c'est Boston. Ensuite, j'ai un tiers Knicks, Bucks, Sixers. Mais faut dire un ordre. Dans Donc, cet ordre-là. Dans dans cet cet ordre-là. ordre-là. Voilà. Ok. Donc Sixers derrière les Bucks et les Knicks. Et ensuite j'ai Indiana un peu tout seul. Non, Indiana et Cleveland. Voilà, dans un tiers C. Et après, dans un tiers D, j'ai Atlanta, Orlando et Miami avec dans cet ordre-là. Ok. T'as Atlanta devant Orlando? Et devant Miami. Mais il n'y a plus personne à Miami là, c'est fini, non? Bah, il y a qui est vraiment parti à Miami? Il y a Caleb Martin qui est parti, ok. Oui, mais du coup, il Mais leur fallait des arrivées, surtout parce que c'était un peu court. ouais, je, je sais pas, hein. Pour moi, je reste plutôt. Enfin, je trouve l'effectif reste de bon niveau, quoi, à Miami, hein. T'as toujours Bam, t'as toujours Butler, t'as Nikola Jovic qui a fait une super fin de saison, t'as toujours Tyler Hero, t'as toujours Jaime Raquez. Je te jure que si tu me dis il y a toujours Terry Rozier, je raccroche pas. Non, j'allais dire, il y a toujours Duncan Robinson. Toujours Thomas C'est quand Bryant. même. Non, ça, je permets pas. Ça, je permets pas. Non, mais oui, Et oui. Il y a toujours Haywood Smith. tu rigoles, mais Will Smith, moi, je trouve que c'est pas si dégueulasse, hein. Non, non, c'est Moi, je trouve sûr. que c'est C'est pas juste si que mal. le shooting est trop mauvais, mais défensivement, il est vraiment très très bon. Non, non, mais en plus, ils ont toujours R.J. Hampton aussi, peut-être. Ouais, mais non, mais il y a Josh Richardson encore, je crois. C'est vrai, Bon, qui c'est est vrai, c'est pas. vrai. Voilà. C'est Et vrai, c'est vrai. faut voir qu'ils ont quand même drafté Kelly Ware en 15, je crois. Bon, on verra ce que ça donne. Mais tu vois, rien que le noyau que j'ai cité en enlevant Kelly Ware, ça fait quand même un noyau de joueurs, je trouve, qui est costaud, quoi. Mais est-ce que c'est Qui meilleur qu'un est. duo Trae Young, Jalen Johnson? Mais oh là là, mais non, mais c'est pas vrai. Quand même, quand Mm. même. Enfin, Mm. C'est Butler, quoi? Bam, c'est quand même, je trouve. Enfin, Ouais. moi, je préfère le duo Butler-Bam que Trey Young et Jalen Johnson. Et je préfère le reste de l'effectif de Miami, quoi. Tu préfères le reste de. T'aimes pas Rizaché? C'est ça? Si, si, et j'adore Rizaché et j'adore Dyson Daniels. Mais bon, Dyson Daniels, ça reste un joueur qui est un des plus inefficaces de NBA. Et je suis pas sûr. Alors, à voir comment il est utilisé. Peut-être qu'il sera utilisé dans un rôle différent. Mais ça reste un joueur ultra inefficace. Rizaché, je pense que je suis pas sûr que ce soit c'est un profil que j'aime beaucoup, mais c'est plus un profil de connecteur que vraiment de créateur de jeu, etc. Et
On verra le niveau de shoot. Je suis pas sûr qu'il soit au niveau élite dès sa saison rookie. Bon, voilà. Et le poste 5 de Atlanta, je sais pas trop ce qui va se passer. Je préfère Miami, ouais, aujourd'hui. À regarder, je vais préférer Atlanta de très loin. Ouais. Mais si tu me dis, là, il y a une série de playoffs qui commence demain, je préfère toujours Miami, quoi. Ouais. Bon, allez, Miami, Atlanta, Orlando. Voilà. Ah, ok. Mais du coup, moi, j'aurais Celtics en 1, Ouais. normal. J'aurais les Sixers enfin, j'aurais le même tiers que toi, le deuxième tiers avec du coup les Sixers en 2, les Knicks en 3 et les Bucks en 4, je pense. Et ouais, je mets les Knicks un peu plus bas parce que la question du poste 5, quoi, je trouve que là, elle pose vraiment question, quoi. Elle pose vraiment question parce que t'as perdu un peu ce truc de short roll avec Isaiah Hartenstein. Mitchell Robinson et Julius Randle, ça a jamais vraiment super bien marché. Mitchell Robinson est super injury prone. Quand il sort, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est... Alors j'imagine qu'il y aura peut-être des line-up avec plus du switch all et peut-être juste Randle du coup. Enfin en poste 5, mais ce serait plutôt Giannunobi. Moi je trouve que ça me pose un peu question, quoi. Ça me pose un peu question, ce poste 5 des Knicks, quoi. Donc je les mets un peu en dessous, quoi. Je les mets un peu en dessous des Sixers. Et les Bucks, ouais, les Bucks, je sais pas, je sais pas trop comment les juger, quoi. Je sais pas trop comment les juger parce que t'as le côté Lillard de Yanis, mais à quel point on oublie un peu tout ce qui est à côté, c'est-à-dire Doc Rivers, le coaching staff, euh, Chris Middleton qui je trouve défensivement et commence à vraiment un peu Ouais. Le devenir moins coaching bon, quoi. staff fait poser beaucoup de questions du côté des Bucks. Parce qu'en Ouais, réalité, le duo Yanis-Embiid, et même encore Brook Lopez, tu vois, défensivement. Yanis Lillard, tu veux dire? J'ai dit quoi? Yanis Embiid. Waouh. Oui, Lillard Yanis, ouais. Et je me dis, le duo est tellement explosif offensivement, tu devrais avoir, genre, tu devrais être à, genre, je sais pas, 125 d'offensive rating, en vrai. Tu fais, Ouais. t'enchaînes 125 de net rating, c'est beaucoup quand même. oui, non, offensive rating, quand les deux, ils sont sur le terrain, ça devrait être insensé, tu vois. Là, je sais pas à Mm. combien c'était cette année, je peux regarder en vitesse, mais c'est vrai que tu te dis, t'as un potentiel d'équipe d'attaque élite et t'as de quoi Une avoir défense, ouais. une top 10 défense, tu vois. Donc t'es censé avoir ce truc-là autour de deux qui serait bah du coup vraiment une équipe favorite, quoi. Quand le Mm, trade de mm. Lillard il a été fait, moi je me rappelle, je me suis dit bon bah c'est finito pipo Pour l'Est, ouais. ouais, Oui, c'est oui, c'est ça. vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après ouais, tu vois là les minutes où ils sont tous les deux sur le terrain, 10 de net rating, 124 d'offensive rating sur Ouais. 1800 Mais, minutes. mais tu vois, moi, pour le coup, le truc de ce qu'il y a à côté, je trouve qu'il me pose encore plus problème avec les Bucks qu'avec les Sixers, quoi. Parce que Ouais. t'as Middleton qui a fait quand même une saison offensive assez Bah, et en plus là il vient sous-estimée, de se et faire voilà. il s'est fait opérer les deux genoux je crois cet été-là. Ouais, voilà. Brook Lopez, ça reste Brook Lopez défensivement, Ouais voilà. ouais ouais. Mais tu vois, derrière, t'as Marjon Beauchamp, André Jackson, Ils vont pas bah, c'est des jouer. non-shooters. C'est des non-shooters et Doc Rivers les aime pas. T'as Torian Prince et Gary Trent Jr. qui rentrent un peu dans ce truc de 3&D classique. Mais tu vois, et je suis pas. Bon, c'est pas mal parce que je pense que là, tu peux avoir un vrai spacing de très haut niveau, mais quelque part, tu l'avais déjà l'année dernière, quoi, le spacing. Donc, est-ce que c'est une vraie plus-value par rapport à l'année dernière? Je sais pas. Et voilà, après, t'as Bobby Portis. Moi, j'ai jamais été un immense fan de Bobby Portis. Enfin, Non. moi, je trouve la profondeur des Bucks, pardon, Ouais. elle me pose encore presque limite plus question que celle des Sixers. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai plus, genre, je mets le duo Lillard-Yanis vraiment très très haut en termes de potentiel destructeur et créateur de valeur et de décalage et de Offensivement, différence. ouais. Ouais, Ouais. donc Mais ouais. tu vois, le duo Paul George, Joel Embiid défensivement, il peut être, enfin, il peut être phénoménal aussi, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon,
On s'est pas Euh, mal perdu là. on s'est pas On mal s'est pas perdu. mal- Je pensais que ça serait un épisode d'une demi-heure d'une demi-heure, trois quarts d'heure sur les Sixers. Bon, bah forcément, on n'a pas pu s'empêcher d'aller un peu raconter nos avis sur d'autres trucs. Mais ça fera un bon petit épisode. Et j'aimerais bien ouais, avoir des retours justement des fans des Sixers sur leur perception de l'intersaison. Si eux aussi, ils ont l'impression que bah vraiment ça change du tout au tout, ou ils ont un peu des doutes sur la profondeur. Et puis s'il y a des gens qui écoutent et qui ont d'autres équipes qui voudraient qu'on fasse en tant que analyse un petit peu de l'intersaison, je sais pas quelle autre équipe ça peut être intéressante, mais peut-être qu'on pourra faire ça dans un autre épisode aussi. Ouais, bah clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Tu vois, moi, j'aimerais beaucoup traiter une équipe comme le Thunder ou Ouais, les ouais, Mavs. ouais. Ouais. Bon, on peut faire les deux, hein. Vu qu'en plus c'était une série de playoffs, tu vois, on pourra prendre le prisme de la série de playoffs, de comment eux ont Ouais. perdu, tu vois, leur série de playoffs, et ça peut être intéressant. Pour à partir de ce prisme-là, tu Mm. prends la série de Dallas, tu dis, bah voilà pourquoi ils ont perdu, voilà ce qu'ils ont fait à l'intersaison, à quel point et dans quelle mesure ça peut répondre à ces problèmes-là. Et voilà. Et bah super. Voilà. Deux prochains épisodes du coup. Enfin peut-être pas les prochains, mais on fera ça. On se met ça dans la boîte à idées. Ouais. Et bon, on essaiera de faire un peu plus court du coup. Vu que c'est des épisodes. On s'était dit, on fait des épisodes courts un peu Ouais, bah, ouais, ouais, pour les. ouais, ouais. Ouais, 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 Sans super. trop se prendre la tête. Bon, bah Ouais, ouais, voilà, ouais. 1 heure. C'est fait. Nickel. Bien vu les mecs. Bien vu les mecs. Bah merci beaucoup. En tout cas, j'allais dire putain, j'allais encore te remercier pour l'invitation, mais maintenant je suis un peu chez moi. Même si Voilà, là je voilà, suis voilà. pas du tout chez moi, j'enregistre allongé. Allongé sur un lit avec un micro à côté sur une table basse, un petit peu comme un route dans un Airbnb. Donc voilà, j'espère que la qualité du son aura pas été trop mauvaise, mais Non, bah, on j'ai fait. pas l'impression. Eh J'ai ben pas super, l'impression. En tout fantastique. cas, bah, du coup, il nous reste plus qu'à remercier, ne pas remercier Azad, mais remercier les auditeurs quand même de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et est-ce que je te laisse du coup, non, je vais pas dire ce que c'est le prochain épisode. On se retrouvera bientôt du coup pour les Mavs et le Thunder sans doute, mais pas tout de suite, plus tard dans l'été. Et la prochaine fois, ce sera sans doute du coup Azad à la présentation, puisque je ne serai pas là, puisque je pars en vacances, n'est-ce Voilà, pas? donc s'il n'y a pas d'épisode, c'est juste que j'ai oublié. C'est ça, en gros c'est ça. L'idée. Ah ouais, putain, le prochain épisode du Dreamcast Show sera un épisode sans son créateur. C'est Tu vrai. sais que j'ai l'impression un peu, mais déjà, au moment où on tourne, bon là on raconte nos vies, hein, mais au moment où on tourne, c'est la première vidéo ou le premier contenu sort demain où c'est pas moi derrière le contenu, quoi. C'est une C'est vrai vidéo aussi. d'Azad. Aïe, Et aïe, aïe, aïe. j'ai l'impression d'emmener mon fils, enfin j'ai pas d'enfant, tu sais, mais j'ai l'impression que mon fils quitte la maison pour la première fois. Bon, eh ben, on Bon, espère que l'enfant il sera bien reçu à l'école, que ouais, soyez ses camarades. gentils avec l'enfant, soyez gentils Exactement. avec la nounou Azad. Et nous, il nous reste plus qu'à vous dire à très très vite Et pour un prochain épisode. merci pour les retours sur le début de la chaîne, c'est trop cool. Il y a eu pas mal de commentaires sur la vidéo YouTube, on essaye de répondre à tout le monde, et merci pour tous les retours et tout, c'est trop cool. Ouais, vraiment merci beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je pense on peut le dire 2 par semaine, On à va peu près. essayer, On va Inch'Allah. essayer. Si Dieu le veut, en tout cas, si Dieu le veut, ça marchera. Après, voilà, on Voilà. verra. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, on vous mettra le lien en description si vous écoutez sur Spotify. Voilà. Donc, on a bien fait le tour. On a bien décrassé parce que c'est quand même le premier épisode qu'on fait. Et puis, nous, on vous dit, donc, pour de vrai cette fois, à très très vite sur le Dreamcast Show. Exactement. À la prochaine. Ciao, ciao.